Eh bien, salut à tous, toutes les barbues et tous les barbus. Comme promis, on se retrouve pour le feuilletage rapide ou pas, on va voir ensemble, de Worlds and Rims. Euh, c'est un beau livre, comme on dit, euh, qui pèse son poids, écrit par Adam Lee et qui est sorti chez Ten Speed Press, donc aux États-Unis. Donc c'est en anglais, c'est un produit dérivé officiel Wizard of the Coast. Donc ça ne fait pas partie bien sûr de la gamme du jeu de rôle. Hein. C'est un livre sur l'univers, les univers justement de Dungeons and Dragons. Eh bien, que dire là-dessus? On va feuilleter ensemble et puis on va découvrir. Alors en fait, ça nous vend du rêve, c'est les aventures de Greyhawk jusqu'à Faerun et bien au-delà. Eh bien, on va voir si ça va jusqu'au-delà ensemble. Sur ce magnifique livre. Alors, je ne sais pas s'il sera traduit en français puisque ça reste de la VO pour l'instant en anglais. Le précédent, sur le même format, il était de couleur verte, c'était Myths et Mémoires, donc en anglais c'était Lore and Legends, qui était en fait un recueil iconographique, on va dire, uniquement sur la cinquième édition de Donjons et Dragons. Ici, on parle du multivers des univers en fait de Donjons et Dragons plus précisément. Donc ça, je pense que ce volume est plus intéressant que le précédent. Bon, on espère qu'il y aura une traduction. Donc ici, on nous dit que pour les 50 ans du jeu de rôle, premier jeu de rôle D&D sorti en 74, et voilà, on rend hommage quelque part avec cette encyclopédie des mondes et des royaumes de Donjons et Dragons. Donc il va y avoir du vintage bien sûr à l'intérieur. Adam Lee n'est pas tout seul puisqu'il s'est adjoint à 5 co-auteurs qui sont soit des youtubeurs, des comment dire, des participants pardon, de Actual Play, des gens qui écrivent des romans de fantasy ou encore des comics pour Marvel par exemple. Donc des gens qui connaissent chacun des univers sur lesquels Adam Lee leur a demandé d'intervenir dans le texte. Donc voilà, on a un premier sommaire, assez sommaire il faut le dire. En fait c'est classé, le multivers est classé donc par, selon la cosmologie en fait connue donc de Donjons et Dragons, donc les plans matériels, les plans parallèles, les dimensions parallèles on va dire, et puis les autres plans qui gravitent tout autour. Donc pour le plan matériel, il y a Greyhawk, Mystara, Dragonlance, Faerun et Eberron. Il en manque, effectivement, on en parlera à la fin. Et puis pour les dimensions parallèles, il y a le Feywild, donc c'est la partie féerique, le domaine des fées. Et le Shadowfell, c'est le fameux Gisombre, le plan négatif, on va dire. Et puis au-delà, on va parler de Spelljammer, notamment de Sigil également. Donc voilà, je vous invite à feuilleter ensemble ce gros pavé. Alors comment ça se passe? En fait c'est Monsieur Mordenkainen, donc c'est un des tout premiers magiciens inventé par la troupe de Gary Gygax, donc dans les premières heures de la version définitive de Donjons et Dragons on va dire, qui nous emmène, donc c'est le seigneur des mages de Greyhawk qui nous emmène dans ce récit. Donc c'est lui en fait à la première personne qui nous raconte ses différents voyages dans le multivers. Bon, on a un petit rappel comment les plans élémentaires sont disposés, etc. pour un peu comprendre la cosmologie, comme on disait tout à l'heure, du livre. Ensuite, on va se baser, on va rajouter peut-être un peu de lumière, si j'y arrive. Bon, c'est pas flagrant, mais vous excuserez, c'est un peu sombre aujourd'hui. Voilà. Alors donc, il nous explique que voilà, il nous emmène sur cette première partie donc de voyage vers Greyhawk. Donc Greyhawk, en fait, c'est le monde de Faucon Gris en français, et il tire son nom de la cité franche du même nom. C'est la ville principale de cet univers. C'était un des tout premiers décors de campagne de Donjons et Dragons, donc une importante partie des règles ont été développées dans Greyhawk avec Gary Gygax
et ses compères. Et voilà, tout ce qui a été proposé par ces amis rôlistes ont été incorporés dans le monde de Greyhawk, qui ressort donc dans la nouvelle version du guide du maître du jeu, du donjon, et qui sortira prochainement au mois de mai en français. Alors bon, on attaque avec du vintage et on nous explique quelle est l'origine de Earth, le nom de la planète de Greyhawk. Donc voilà, des illustrations vraiment old school. On nous parle bien sûr de Vecna. Donc Vecna qui est le grand méchant de Greyhawk, que l'on retrouve, qui est devenu par la suite un grand méchant multiversel, donc qui va intervenir sur les autres plans, avec notamment son œil et sa main qui sont des reliques depuis le début de la création de l'univers, et le fameux, alors le Book of Vile Darkness, traduit en français par les chapitres interdits, qui est son grimoire qui le protège jalousement dans sa cage thoracique, si on l'a vu. Ici, voilà, le grimoire est enchâssé dans la cage thoracique de l'Archiliche. Voilà, donc le big méchant, on va dire, de Donjons et Dragons, c'est lui, donc il est originaire de Greyhawk. Donc on y parle de Tasha également. L'autre grand méchant, c'est Acererak, une liche également présente dans la fameuse tombe des horreurs, qui a été relancée en 5ème édition, donc sous le nom de la tombe de l'annihilation. Donc une super campagne que vous avez peut-être déjà vécue. Voilà, donc c'est un méchant qui est issu de Greyhawk. Alors ce qui est intéressant dans le livre aussi, c'est qu'on prend les illustrations vintage et on nous montre les illustrations dans leur dernière version pour les mêmes personnages ou les mêmes artefacts, on va dire. Ça c'est super, ce petit comparatif. Voilà, ici pareil, on a le couloir ici qui a été redécliné en version moderne, avec ce coffre enchâssé dans le mur qu'on avait également ici. Et puis les trésors également qui ont été remis au goût du jour. Voilà. Donc on est toujours dans Greyhawk, on y fait voyager et il nous explique ce qui s'est passé, l'histoire, etc. de ce premier univers de Dungeons and Dragons. Avec, on termine une petite nouvelle sur 2 pages par les co-auteurs qui ont été mobilisés sur ce livre. On continue toujours avec Mordenkainen en tant que guide du routard sur Mystara. Donc Mystara, un des univers vraiment qui a disparu en fait depuis 1996, il n'y a plus aucun suivi là-dessus. Et c'était au départ la fusion de plusieurs projets semi-indépendants, donc écrits par différentes équipes, chargées de décrire différentes cultures et nations qui auraient pu exister dans le monde médiéval fantastique de D&D en fait. Donc c'était une espèce de, je sais pas comment le dire, galop d'essai pour d'autres auteurs, on va dire, pour séparer cet univers de celui de Greyhawk. Voilà, avec du vintage partout, donc rien depuis 1996, donc c'est un peu... on nous parle d'un univers qui est un peu mort en fait, on va dire. Bon, il y a encore des joueurs bien sûr qui arpentent Mystara, mais voilà, c'est un univers qui n'a plus de suivi aujourd'hui. Voilà, on nous fait découvrir avec le fameux la Terre creuse, on va dire, dans laquelle on peut accéder par les pôles de la planète en question. Bon, je passe. Voilà, c'est pas l'univers sur lequel on va s'étendre le plus, je pense. Il y a eu une série de romans également qui sont sortis à l'époque sur Mystara. Donc pareil, on termine avec une petite nouvelle. Et on bascule sur Dragonlance. Donc ici on connaît bien, c'est l'univers de Margaret Weiss et Tracy Hickman, avec la tonne de romans, je pense qu'il y en a plus d'une trentaine, une quarantaine, peut-être même plus, avec les auteurs annexes qui ont pris le relais sur différents spin-offs de la trilogie de Lance Dragon initiale, chronique de Lance Dragon. Voilà, bon, un univers, je ne sais pas si ça vaut le coup encore de le décrire parce que voilà, les dieux ont disparu et
Les dragons aussi sont tombés en sommeil, je fais un petit raccourci, jusqu'au jour où bah, justement les dragons se réveillent, sous l'impulsion de Takhisis, la déesse du mal, qui prend deux formes, soit forme humaine, soit la forme d'un dragon à 5 têtes. Donc dragon de couleur, on appelle ça dragon chromatique, blanc, vert, rouge, noir et bleu, duquel on va pervertir les œufs en fait pour produire une nouvelle race, les draconiens, qui vont être déclinés en plusieurs fonctions. Il y a les magiciens, les guerriers, etc. Et donc tout ça est issu de manipulations magiques génétiques, on peut dire. Et le but est de conquérir l'univers de Kryn, mais ça se passe pas comme prévu, puisqu'il y a une résistance, bien sûr. Les humains, les héros, vont s'opposer au retour des dragons chromatiques, avec notamment le réveil des dragons métalliques, qui eux vont venir les combattre. Donc le Seigneur Thoth, qui est aussi un des personnages romanesques édifiant, donc c'est un grand méchant qui est en fait un ancien paladin somlanique qui a été perverti et qui est devenu un mort-vivant assez indépendant, mais qui a rejoint la cause du mal dans Dragonlance. On y suit les aventures de Wrestling et de son frère tout au long des chroniques notamment, donc l'un étant guerrier, l'autre étant un magicien qui va changer d'obédience tout au cours des romans, et puis le retour progressif et timide des dieux qui avaient disparu dans un cataclysme. Voilà, on termine encore par la petite nouvelle qui va bien. On attaque Faerûn alias les Royaumes Oubliés, avec une grosse partie... alors, le Royaume Oublié, contrairement à Dragonlance, il y a vraiment une continuité dans la saga de romans, etc. Ici, côté Royaumes Oubliés, c'est chaque auteur. Donc il y a Ed Greenwood, par exemple, qui a développé Elminster. Et puis Eros Salvatore, bien sûr, qui a développé Drizzt, l'Elfe Noir. Donc c'est un petit peu compartimenté les récits dans les Royaumes Oubliés. Donc les Royaumes Oubliés, c'est peut-être un petit peu le reproche, c'est que c'est un grand bac à sable dans lequel on y retrouve plein de choses, mais qui sont pas forcément interconnectées toutes les unes aux autres. Le film notamment, je vous renvoie vers le dernier film qui est excellent, Donjons et Dragons au cinéma, l'honneur des voleurs. Et Baldur's Gate par exemple, c'est encore un autre exemple, because le succès du jeu vidéo qui a généré une espèce de silo aussi autour de Baldur's Gate. On oublie que ça se passe dans les Royaumes Oubliés parce que ça se limite au nom de Baldur's Gate, mais c'est bien dans l'univers de Faerûn, Neverwinter également, les grandes cités, donc voilà, la perle du Nord comme on dit, et Eau Profonde également, qui est notre capitale intéressante, avec notamment son mage fou sous la montagne et son Skullport avec la pègre des pirates et des mafieux menés par Xanatar, le fameux Tyrannoï Beholder in English. Voilà, et on a aussi dans les Royaumes Oubliés Tei, bien sûr, qui est la nation des sorciers rouges, les maléfiques sorciers rouges, nécromants. Et voilà, donc tout ça effectivement repose sur un équilibre plutôt instable à chaque fois dans cet univers, et c'est ça qui est intéressant dans les Royaumes Oubliés. La petite nouvelle, pour finir, comme d'hab, le chapitre. Eberron, je suis mal placé pour vous en parler, je n'ai jamais joué dans l'univers de Kees Baker qui a été créé en 2002. C'était à l'occasion d'une campagne visant à créer un nouvel univers pour justement supplémenter, comme ils disent, les Royaumes Oubliés. Et donc bizarrement, Eberron, c'est ce qui se vend le mieux, le royaume d'Eberron, c'est ce qui se vendait le mieux il y a encore quelques temps en 5ème édition. C'est un univers un petit peu plus dark fantasy et de KPDP, et ça introduit aussi une nouvelle technologie, donc la vapeur magique on va dire, et le profil, la classe d'artificier et du forgelier
en français, le Warforge in English, donc une race d'automates vivants que l'on peut aussi interpréter grâce à cet univers. Et on voit il y a même des trains, transport en commun ou de marchandises, voilà, sur des rails magiques dans cet univers. Donc je peux pas vous en dire plus, j'ai jamais eu l'occasion d'arpenter le royaume d'Eberron, mais c'est une autre approche, voilà, que le début des armes à feu dans cet univers. Allez, on avance parce que vous voyez, il y a quand même du volume sur ce livre qui est magnifique. On en est déjà à la page 155. Et on est toujours sur les plans matériels. Donc on termine les plans matériels, on passe sur les dimensions parallèles, on va appeler ça comme ça. Avec notamment donc on nous parle des plans élémentaires, hein. Les 4 éléments ont chacun un plan avec les races qui sont liées également. Et on a surtout le Feywild, donc le royaume des fées, des lutins, des licornes, etc. etc. des gentilles sorcières. Donc un univers sur lequel les joueurs peuvent accéder bien sûr, bien souvent par des portails, et qui interagit donc avec le plan matériel ou les plans matériels qu'on en a vu précédemment. Donc voilà, je passe. On laisse pas mal d'illustrations intéressantes dans ce livre. Et on termine toujours avec une petite nouvelle, voilà. Et on enchaîne avec le Shadowfell. Alors le Shadowfell qui est met très en avance dans ce livre Ravenloft. Alors pourquoi? Parce que le Ravenloft était le demi-plan de l'effroi, comme on peut le voir sur le visage de ces personnages, et il a été intégré définitivement donc au Shadowfell Gisombre en français, qui est le plan négatif du plan matériel sur lequel les joueurs interviennent. Et donc Ravenloft est une partie, le demi-plan de l'effroi est une partie officiellement désormais de la Gisombre. Donc voilà, on y retrouve la barovie, la nécromancie, etc., etc. Tout ce qui s'y passe. Voilà. Le château Ravenloft, Estrade von Zarwitch, bien sûr. Ici, Mordenkainen nous explique que il a été victime justement du seigneur vampire et il est devenu le magicien fou des monts Baratok. Donc pour ceux qui jouent la campagne La Malédiction de Strahd, ils comprendront de quoi il s'agit, le lien entre Ravenloft et Mordenkainen. Illustration immortelle, on va dire, du premier module Ravenloft. On y parle des Vistani également, et on termine toujours par ce petit texte narratif. Au-delà des plans matériels, on attaque Spelljammer. Donc Spelljammer, contrairement à beaucoup d'idées reçues et justement à beaucoup d'illustrations trompeuses, les navires que l'on voit et les créatures que l'on voit suspendus dans ce vide astral, ce n'est pas dans l'espace au sens où nous, espace galactique au sens où nous on le connaît, il s'agit de la mer astrale. En fait c'est un concept très particulier, on navigue bien sur une mer invisible. En fait il y a bien une ligne de flottaison, c'est pas le vide spatial, parce qu'en plus on voit que tout le monde respire normalement ou presque sur les navires qui naviguent, les Spelljammer en fait justement. Et on y rencontre des créatures comme on pourrait rencontrer des grands requins blancs dans l'océan. Et on peut également s'y noyer. Donc voilà, donc c'est bien de la navigation sur une mer existante, donc on va dire parsemée de poussière argentée. Ce n'est pas le vide spatial tel que nous le connaissons nous. Voilà, donc avec des aventures qui nous permettent de relier les différentes planètes du multivers. Au travers donc de la mer astrale, et puis les créatures et les races exotiques qu'on peut y rencontrer.
sur les différents ports d'attache, l'équivalent des astéroïdes, on pourrait dire, différents domaines suspendus. Donc voilà, il y a les tricrines, les hommes hippopotames notamment, qu'on peut jouer également grâce à la dernière bouture du jeu. Les 9 enfers, alors là, pareil, je suis mal placé pour en parler, mais bon, les 9 enfers sont chacun dirigés par un seigneur démoniaque, donc en perpétuelle guerre les uns des autres. Donc vaut mieux éviter de faire un petit tour chez eux. Donc voilà, ils sont décrits un par un ici. Le plus célèbre étant Avernus, Averne, en français, avec ses démons. Voilà. Donc je passe. Le livre est encore une fois de plus richement illustré. Ça c'est, on en a pour son argent, comme je dis d'habitude. Donc c'est un gage de qualité quand je dis ça. Bien souvent. On continue avec les abysses. Alors les abysses, pareil, je connais pas bien, mais bon, c'est l'équivalent d'une espèce de purgatoire dans lequel on va croiser des diables cornus et recornus. Voilà. Avec des seigneurs également démoniaques qui règnent dessus. Ici, vous avez le vrai Démogorgon, donc ce n'est pas le Démogorgon que l'on connaît de Stranger Things, c'est bien celui original de Donjons et Dragons. On passe. Voilà, avec les interactions des différents univers ici. Dragonlance dans les abysses. Hop. On enchaîne avec Sigil. Alors Sigil qui est très lié, qui s'appelle en fait Planescape dans les suppléments du jeu. Donc avec la description de ce qu'est Sigil. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une cité qui est en forme d'anneau, dans un anneau en fait, à l'intérieur d'un anneau, et qui règne sur le multivers, on va dire. C'est la capitale du multivers. Donc on peut y arriver de différentes manières, et surtout y rencontrer donc la mère des souffrances, donc qui est un peu la matrone qui dirige Sigil, la cité, dans laquelle la cité des portes. Pourquoi on dit la cité des portes? Parce que dans chaque bâtiment, ou presque, il y a une porte qui nous permet, un portail dimensionnel qui permet d'accéder ailleurs, dans d'autres univers, et donc il y a aussi des micro-univers autour de Sigil, comme on l'a vu sur le schéma tout à l'heure. Il y a Mechanus notamment, avec ses robots automates magiques. Et donc Sigil, c'est un petit peu le carrefour cosmopolite, si vous voulez jouer type l'ambiance cantina de Star Wars, et ben vous jouez dans Sigil et vous allez rencontrer toute forme de race et d'espèces dans cette capitale, qui n'est pas dénuée de danger comme on le voit, mais qui permet de traverser plus facilement, de voyager plus facilement dans les univers. Ici par exemple, c'est les fameux habitants de Mechanus. Voilà, toujours la petite nouvelle pour terminer. Alors on termine avec les plans encore plus éloignés et le Far Realm. Le Far Realm, c'est le royaume lointain sur lesquels règnent les fameux Illithides, les flagellants mentaux. Donc si vous voulez donner à votre campagne Donjons et Dragons un petit caractère d'invasion extraterrestre, et bien en fait allez-y gaiement, puisque les flagellants mentaux sont là pour ça, en fait, pour donner cette notion d'envahisseur d'un royaume lointain, inaccessible, et d'une domination, d'une invasion en fait qu'ils veulent perpétrer sur les autres plans, notamment les plans matériels que l'on connaît bien désormais. Donc voilà, vous avez toute la cosmologie des Illithides. Et on termine avec l'épilogue avec Mordain Kainen qui joue aux échecs avec Tasha, si je ne me trompe pas, et qui nous dit au revoir, merci pour le voyage. Donc Adam Lee, donc ce livre est très rédigé en 2023 avec les co-auteurs, là, voilà, qu'on évoquait, et les crédits de la fin. Voilà, écoutez, j'espère que ce feuilletage vous aura plu. En conclusion, il y a un grand perdant dans l'affaire, vous l'auriez noté, puisque
Dark Sun a été effacé officiellement de la mémoire Donjons et Dragons, donc la preuve avec ce recueil qui aurait dû être bien plus gros, puisqu'il manque un chapitre de plan matériel, c'est celui de Atas, donc l'univers de Dark Sun. Dark Sun et Ravenloft pour moi sont les deux grandes inventions créatives des univers Donjons et Dragons, donc on en a amputé la moitié pour moi, et c'est bien regrettable. Bon, le livre est magnifique, allez-y, jetez-vous dessus, ou attendez peut-être une VF. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur une quelconque VF. Voilà, le bouquin est vraiment génial. Pour garder une trace et un souvenir de tous ces univers de Donjons et Dragons, c'est peut-être le meilleur livre anniversaire, on va dire, que j'ai pu voir passer sur D&D. Et puis on regrettera Dark Sun, bon tant pis, c'est comme ça, c'est Wizard of the Coast qui a décidé de nous le mettre toujours sous la moquette. C'est magnifique univers, mais tant pis. Ravenloft, on le retrouve quand même dedans et il est intégré, comme on l'a dit, à la Gisombre. Et puis voilà, donc si vous ne connaissez pas les autres univers, les autres plans, etc., ruez-vous sur cette magnifique encyclopédie. Et merci pour votre fidélité à l'émission Ludopod. On se retrouve sur la chaîne. Restez fidèles, abonnez-vous surtout, et puis vous pouvez reprendre une activité normale. Ciao, bye.